Antenne du côté de N'Djamena à Abdoulaye Cyprien et à ses invités. Merci Manuela, monsieur, on va essayer un peu aussi de répondre à cette thématique, mais on va rester dans le contexte de la thématique, on va éviter un peu de déborder un peu. Vous savez autant que moi que les institutions financières internationales ont pris au fil des temps, au fil des décennies, une importance croissante dans les politiques de développement des pays du Sud, notamment les pays africains, conçus à l'origine pour prévenir les crises. Je prends le cas du Fonds monétaire international et financer le développement, la Banque mondiale. Elles n'ont pu enrayer l'avènement des crises et le développement qu'elles ont induit pèse lourdement sur les couches vulnérables des populations des pays africains. Aujourd'hui, 21e siècle, que peut faire la Banque mondiale et le FMI pour sortir l'Afrique du trou où elle se trouve? Je vais commencer par vous, M. Nabatima. Merci, M. Cyprien, de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur cette chaîne panafricaine. Je profite également pour sacrifier à la tradition d'adresser mes meilleurs vœux au continent. Ceci étant, la Banque mondiale, tout comme le FMI, sont deux institutions de Bretton Woods qui ont pour mission première de développer d'abord les continents, pas seulement l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est deux poids, deux mesures. On prête aux Africains avec un taux d'intérêt plus élevé. Nous assistons ainsi à la vampirisation du continent. Ce n'est rien d'autre que de la prédation à outrance de notre économie. Et une économie ne peut que se développer que dans sa propre monnaie. Le président Idriss Déby Itno, un grand panafricain, l'a déjà annoncé. Il a annoncé les couleurs. C'était à l'occasion de la fête nationale. Avec le franc CFA, vous avez parlé? Oui, bien sûr. Et donc, nous, peuple africain, nous devons redéfinir notre programme de développement en fonction de la monnaie qui sera la monnaie unique de l'Afrique. Et nous demandons aujourd'hui au chef d'État africain de lui emboîter. Donc pour vous, le FMI, la Banque mondiale ont failli en Afrique, ils ont failli? Évidemment, ces deux institutions ont failli à leur mission. Il est de principe que les banques ne font pas du social, mais nous voyons que ces deux institutions ne nous permettent pas de nous développer réellement. Et nous devons rester vigilants et que la justice, la vérité qui est prônée sur l'Afrique mondiale doit l'emporter sur tous leurs mécanismes qui sont en œuvre pour anéantir notre économie. Ouais. Mais c'est Vassilis, on a vu les politiques d'ajustement structurel au début des années 90 qui étaient un gros fiasco, un très gros fiasco. Jusqu'à présent, l'Afrique, bon nombre de pays africains continuent à payer le prix de la dette. Que faut-il faire dans ces genres de circonstances? Oui, en fait, il faut se dire qu'avant l'événement de la démocratie, ces deux institutions que j'appelle ça, c'est des institutions de pompe aspirante pour les Africains. Quand ces deux institutions ont été créées, vous savez, ils ont aspiré les Africains. En l'Afrique des Nord, on était encore... Justement, dans cela, j'appelle ça, c'est des institutions de pompe aspirante. Bon, en fait, avant 90, avant l'ère démocratique, la mission de ces deux institutions était à caractère d'abord social. Et en mettant l'accent sur le développement relatif à la santé, l'éducation, le bien-être social. Voilà à peu près. Oui, mais les politiques d'ajustement structurel, il est interdit de subventionner, par exemple, de ne pas construire des hôpitaux, de ne pas subventionner la santé. Dans les pays africains, comme vous le connaissez, c'est des pays pauvres. Oui, justement, l'histoire de l'ajustement structurel est arrivée, c'est pour créer d'abord plus social. Voilà à peu près. Parce qu'on demande aux États africains, il faut les institutions étatiques là, il faut privatiser. Et quand il faut privatiser, en fait, c'est des hommes d'affaires, qui doivent alors prendre ça. Mais la manière de privatiser, c'est là aussi qui pose problème. Et là, il faut d'abord se dire la vérité. Il y a la part de responsabilité de les Africains. Les chefs d'État africains, nous dirigeons, il faut appeler le chat par son nom. Alors, quand il faut privatiser, il faut voir, c'est le plan qu'on donne. C'est pas qu'on attribue alors la privatisation. Et là, si tu vois, c'est vraiment, ces privatisations se sont accompagnées par des licences. Justement, je venais pas pour tuer là. Donc, quand il faut privatiser, comme c'est des zones d'affaires, c'est l'intervention dans les entreprises, là, ils ont d'abord le licenciement abusif, la suppression des bourses. Donc, tu vois,
c'est le chômage maintenant l'ajustement structurel a beaucoup plus de chômage. Vous voyez à peu près. Donc c'était des impositions, c'est-à-dire c'était des institutions de mainmise sur les Africains. Donc ça a créé beaucoup plus de problèmes que de solutions. Donc en réalité, ces deux institutions, c'était des institutions macabres d'ailleurs, si je peux appeler. En 2-3 mots, au début des années 80, il y a eu le plan, il y a eu le NEPAD, oui, qui est arrivé, et aujourd'hui on n'en parle plus. Oui. Mais là, je vais vous dire une chose. Quand on parlait de NEPAD maintenant, on tombe alors à justement, là après c'est OMD maintenant c'est le ODD. Donc c'est un système de plan. Le NEPAD c'était un plan purement africain, le plan Omega d'Abdoulaye Wade, un autre plan de Thabo Mbeki et du président Bouteflika qu'ils ont mélangé, qui a fait le NEPAD. Oui, mais si on vous dit ça, quand le président Wade, tout ce que vous citez là, ils ont suggéré ça. Mais en réalité, lesquels qui ont piloté? En réalité, c'est ça. Ok, Wade, finalement, comme tu as vraiment sorti une bonne idée, venez vous retrouver là-bas aux États-Unis, on va essayer de discuter ensemble. Et c'est eux qui orientent, hein, en réalité, orientent. Bon, comme vous êtes dit non, n'est pas c'est bien, bon alors, vous allez faire ça. Si vous ne faites pas, bon, nous ne sommes pas avec vous. Vous faites à peu près. Suivez mon regard. Donc en réalité, c'était dicté. C'était dicté, et comme j'avais l'habitude de dire, ces blancs là, ils ne donnent pas. Ils nous traitent comme on est en train de traiter les gorilles dans la forêt. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils se comportent. Hein. Donc en réalité, il faut qu'on sorte de nos plaies sommeils et regarder en face qu'est-ce qu'il faut faire exactement, nous les Africains, des actions concrètes, des propositions, des suggestions concrètes qui vont nous sortir de cette dépendance. Est-ce qu'il ne faut-il pas faire comme certains pays de l'Amérique latine, comme le Venezuela, qui a essayé de créer une banque à l'image, en fait un fonds à l'image du FMI? Justement, c'est de ça que je suis en train de parler, mais d'une manière voilée. Hein, en réalité, si on parle pas d'une manière voilée, on va pas... En fait, bon, justement, d'une manière voilée, donc c'est pour dire que, en réalité, il faut, quand je parlais tout à l'heure des bonnes propositions, des trucs concrets à l'image des Africains, c'est de ça que je parlais. Mais peut-être que je n'ai pas crevé l'abcès, mais en réalité, il faut vraiment créer des banques à l'image des pays africains. Je crois que j'ai mon parent de Douala, le parent de Douala qui avait dit qu'en réalité, si on doit manger du gombo, on doit manger à la façon africaine. On mange avec la main, pas avec le fourchette. Suivez mon regard. Donc en réalité, faisons les choses pour que l'Afrique sorte de cette misère noire. Non. Voilà, je vais me retourner du côté de M. Vamadi, la Banque mondiale, le FMI, c'est vrai que ça a été un fiasco pour l'Afrique. Que faut-il faire? Faut-il continuer à traiter avec ces institutions ou bien faut créer un fonds africain à part? Merci Abdoulaye. Je voudrais encore une fois exprimer ma gratitude d'être sur ces chaînes panafricaines, de vanter surtout les numériques panafricaines, et fier aussi de ce sang africain qui coule dans le bain, comme a dit le beau César Senghor. En ce qui concerne le thème de cet après-midi, mes chers concitoyens africains, ce que ces deux institutions ne peuvent rien faire pour le développement de l'Afrique. L'historicité du partenariat de 50 ans de marche de l'Afrique avec ces institutions a été rappelée par M. Pikoro, du panel du côté de Douala et M. Didier Jean Haïssi. Mais je voudrais dire qu'il faudrait, n'est-ce pas, une nouvelle vision pour l'Afrique. Et c'est une nouvelle vision économique, vous voulez dire? Effectivement, une nouvelle vision économique, politique. Rappelez-vous, l'Afrique a arraché son indépendance juridique, mais elle n'a pas d'indépendance économique, ni politique, ni culturelle. Ce que nous devons le savoir. Alors il est temps pour que nous puissions élaborer une stratégie de développement comme l'a pensé le professeur Jean-Emmanuel Pondy, un professeur agrégé, un éminent professeur du côté de Yaoundé.
Je pensais le développement à partir de l'Afrique. Est-ce qu'un pays peut se développer sans l'industrie? Une autre question. Est-ce qu'on peut se développer avec une monnaie que nous n'avons pas de contrôle? Voilà une deuxième question. Alors, je voudrais plus m'attarder sur ces deux questions dans cet après-midi, afin que tous les chefs d'État africains, puisque mes chers amis, ils sont eux, dépositaires des opinions ou des, je vous dis quoi, des points de vue des Africains. C'est eux qui porteront le flambeau de l'Africain, des Africains, du peuple africain, je voudrais dire. Que nos chefs d'État se mettent ensemble. Nous le savons bien que Watt avait à un certain moment décrié, n'est-ce pas, le franc CFA, et cela l'a valu ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, Dieu, notre président africain, qui lève le ton, et moi je le dis, courage, qu'il parte de l'avant. Pour que l'Afrique puisse se développer, il faudrait qu'il y ait une industrialisation. Nous avons dit le développement ne peut se faire. De l'industrialisation, on va un peu revenir sur la dette et il n'est pas... La dette de l'Afrique, comme l'avait évoqué le feu Sankara, comme on dit souvent, les grands génies sont des météores qui brûlent pour éclairer leur siècle. Cette problématique de dette a coûté la vie à Thomas Sankara. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'Occident qui doit à l'Afrique. Je prône plutôt l'annulation pure et simple des dettes, de nos dettes. Est-ce que l'initiative ne doit pas venir de nos chefs d'État? Bien sûr, si eux, ils décident de prendre le devant de la scène, nous, la population, nous allons les accompagner dans cette œuvre. Mais seulement, nous voyons que nos chefs d'État ne sont pas assez courageux pour élever la voix et demander aux Africains, voilà la direction que nous allons prendre. Et c'est ce que nous attendons. Nous attendons des actions fortes de la part de nos chefs d'État. Nous ne voulons plus des chefs d'État de salon. Nous cette page de dette. Voilà, mais M. Vassis, on a parlé du d'État, on l'a vu souvent dans les accords avec l'Union européenne, les accords, les APE. Il y a certains pays qui avaient dit niet, mais il y a d'autres qui ont participé, par exemple la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, qu'on qualifie de panafricaniste, qui était le premier à signer ces APE. Est-ce que là aussi, le Cameroun aussi, on va le dire, c'est aussi, est-ce que chaque pays essaie un peu de vivre à sa manière? Oui, c'est ce qui nous fait défaut les Africains. Nous sommes manqués de solidarité. Et pourtant, la solidarité est des coutumes des Africains. Ça, il faut le reconnaître. Mais quand c'est sur le plateau d'intérêt, chacun voulait tirer la couverture de son côté. C'est ça le grand problème. Et vous savez que quand Gbagbo, son excellence Paul Biya, Mouar Kadhafi ont signé ça, mais ça a coûté le départ de ces deux présidents. Vous le savez, ça c'est pas, on ne demande pas à un médecin de nous démontrer ça. On n'a pas besoin d'une loupe pour voir ça. Donc en réalité, le problème est que nous sommes solidaires dans un sens, mais si c'est pour l'intérêt général des Africains, chacun veut tirer la couverture de son côté. Donc réellement, si seulement nous sommes vraiment solidaires, on va goûter alors ces malfrats-là hors de l'Afrique. Voilà, Mamadi, vous avez entendu Vassis parler tout à l'heure de solidarité. Est-ce qu'il faut aussi une solidarité économique entre les chefs d'État africains? Effectivement, raison pour laquelle on a parlé de l'Union africaine, de l'intégration régionale. Il faudrait qu'il y ait à la base de stratégies de développement, n'est-ce pas, des pays africains, une solidarité. L'égoïsme, l'égoïsme national ne paie pas dans les principes de l'intégration régionale. Il faut plutôt vanter la solidarité. Autre chose que je voudrais dire, c'est que l'Afrique ne doit pas payer des dettes. Chers amis, l'Afrique, comme l'a dit Thomas Sankara, l'Afrique ne doit pas payer les dettes des Occidentaux. Nous sommes passés de plusieurs plans de développement et nous avons lutté pour avoir ce qu'on appelle
je crois que le Tchad venait d'atteindre le point d'achèvement. Merci. Le point d'achèvement. Mais c'est quoi cette histoire? Elle est une histoire africaine. Est-ce que c'est un modèle propre à l'Africain, excusez-moi, ou bien c'est un modèle importé? Je ne sais pas. Les Africains, surtout à travers les chefs d'État africains, doivent se concerter en permanence. S'ils font un bloc commun et qu'ils décident de ne pas payer les dettes, aucun pays occidental ne viendra les forcer. D'ailleurs, dans le plan d'intégration régionale en Afrique, il est prévu le FMA, le Fonds monétaire africain qui devrait avoir le siège à Abuja, au Nigeria. Et qui jusqu'à présent n'a pas vu le jour. Qu'est-ce qui est à l'origine? Tout le problème qui mène le développement de l'Afrique, c'est le problème financier. Il faudrait que l'Afrique ait sa propre monnaie, qu'ils ont déjà tant parlé, n'est-ce pas? Certains parlent de l'Afro, le nom de la monnaie existe déjà, on parle de l'Afro. Il faudrait qu'il y ait cette monnaie économique. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait cette monnaie propre africaine, à travers laquelle il y aura une banque centrale africaine qui s'occupera de la gestion de cette monnaie. Nous savons aujourd'hui ce que fait la Chine. La Chine augmente son taux directeur, elle baisse ce taux en fonction de la politique mise en place par l'Occident, surtout par l'économie du gouvernement américain. Parce que nous n'avons pas cette possibilité. Nous n'avons pas cette possibilité. Et les chefs d'État africains ont compris, ils ont donc pris, n'est-ce pas, l'initiative de ne plus passer par les FMI et la Banque mondiale pour contracter des dettes. Mais ils ont désormais ce qu'on appelle les emprunts obligataires. On va revenir, je suis obligé de vous couper la parole parce que nous allons repartir du côté de Douala où Manuela Sik doit conclure sur ce sujet avec ses panélistes. Manuela, à vous. Voilà, merci Cyprien Abdoulaye. Voilà, avant de conclure, donner la parole aux panélistes pour enfin essayer de donner des solutions par rapport à ce sujet. On va prendre cet appel de Bertrand depuis la Belgique. Bonsoir monsieur, vous votez puis vous contribuez. Voilà, merci. Oui, allô, bonsoir madame. Abdoulaye, voilà, avant de conclure, donner la parole aux panélistes pour enfin essayer de donner des solutions. La chérie, on va prendre cet appel de Bertrand depuis la Belgique. Bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne. Bonsoir madame. Bonsoir madame, c'est plutôt Vincent au lieu de Bertrand. Oui, allô? Oui, attendez, je vais baisser le volume. Hein. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, je suis Vincent, je vous appelle depuis la Belgique. Je voudrais remercier infiniment tous les panélistes parce qu'ils ne se rendent peut-être pas compte à quel point ils nous aident à mieux connaître, à mieux comprendre l'Afrique. Monsieur Bikoro, le pasteur Tondi, Jean de Dieu ici et tous les autres, nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Je voudrais pour commencer vous faire une petite remarque assez simple, assez banale. Vous voyez, lorsque nous vous appelons depuis l'étranger, nous formons le 001 qui donne un indicatif nord-américain. Alors que vous êtes en Afrique centrale. Il me semble qu'il y a quelques années, il y a un de mes amis qui n'était pas un ingénieur excessivement brillant, qui a eu l'idée de créer le système de portabilité de numéros jeune société qu'on appelle Voxbone. Et ce gars, qui était un bon ingénieur, mais pas quelqu'un de très brillant, il est donc leader mondial aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est pour vous dire ceci. En tant qu'Africains, nous devons être conscients du fait que nous avons décidé d'être capitalistes au lieu du communisme. Nous sommes capitalistes. Et ce qui développe les nations, ce qui fait avancer des pays aujourd'hui, ce ne sont pas les matières premières, mais c'est la technologie. Nous devons comprendre ce que c'est que la technologie et nous approprier la technologie à notre manière pour satisfaire nos besoins et créer de la valeur ajoutée.
Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je laisse libre cours à toutes les critiques par rapport à ce que j'ai dit. Alors, pour revenir au vif du sujet, il y a un des panélistes qui a brillamment parlé du problème de subvention des carburants. Je voudrais dire ceci, très souvent, on subventionne lorsque l'offre est largement supérieure à la demande. De sorte que cette offre étant supérieure à la demande, n'est-ce pas, les producteurs ne peuvent plus vivre du fruit de leurs produits. Dans le domaine de l'agriculture, c'est vrai ici en Europe, on subventionne. Mais dans notre cas, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, pourquoi est-ce qu'on subventionne les carburants? On ne devrait même pas subventionner les carburants si l'industrie pétrolière locale était mieux gérée, si au niveau de l'industrie pétrolière locale, la Société nationale de raffinerie avait la capacité de raffiner plus de pétrole. Parce que en raffinant plus, ça voudrait dire qu'on pourrait acheter, constituer de grands stocks quand le prix est bas, n'est-ce pas, raffiner et vendre ça à un prix normal sans que l'État n'ait besoin de subventionner. Et puis maintenant, je ne voudrais pas confisquer la parole, mais je voulais revenir au propos de M. Bikoro, que j'aime beaucoup, qui est un véritable panafricaniste, qui m'apprend énormément. Tous les jours, j'enregistre vos émissions, je les réécoute pour essayer de garder vraiment le maximum que je peux. Je voulais dire à M. Bikoro, avant d'accuser le FMI, la Banque mondiale, tout ce que vous voulez, regardez notre Banque africaine de développement qui est construite uniquement sur le même modèle que ces agences multilatérales, c'est le même modèle. On va vous dire, Fonds africain de développement, c'est le même modèle. Et donc, la BAD, le FAD ne sont pas différents, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods. Mais pour être absolument concret, je voulais poser une question à M. Bikoro, en revenant à l'exemple du Cameroun. Depuis 4 ans, on nous dit que le budget d'investissement, le BIP, est consommé à 30% en moyenne. Et ce BIP, depuis 4 ans, il se chiffre à peu près à 1000 milliards. Donc, il y a 300 milliards qui sont consommés en moyenne. Je sais qu'un budget, ça se fait en aval et il est consommé en amont. Mais étant donné que le budget du Cameroun depuis 4 ans, il est réalisé à peu près 97%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a prévu 1000 milliards d'investissements, n'est-ce pas, la réalisation réelle du budget nous a permis de récolter 970 milliards. Mais depuis 4 ans, on ne dépense en réalité que 300 milliards parce que le BIP est exécuté à 30%. Donc ça veut dire que chaque année, il y a un delta d'environ 700 milliards. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un report du budget? Donc, avant de parler de la Banque mondiale, du FMI, de tout ce que vous voulez, est-ce que les économistes locaux se sont déjà posé la question de savoir, étant donné que le budget est réalisé à 97% et qu'il n'y a que 30% du budget d'investissement qui est consommé, où va le delta depuis 4 ans? Où va le delta? Voilà, merci monsieur, merci pour votre participation. François Bikoro aura l'occasion, pourquoi pas, de répondre à cette petite préoccupation. On va prendre cet autre appel de Georges depuis Londres. Bonsoir monsieur, vous votez puis vous contribuez. Bonsoir Manuela. Alors je vais voter pour toutes les premières dames. Concernant la question, alors moi ce que je veux dire c'est qu'avant de se poser la question de savoir si les pays africains devraient continuer à travailler avec les institutions, notamment le FMI,
qui est la Banque mondiale. Je pense qu'il faudrait d'abord faire un bilan. Alors, c'est quoi le bilan après avoir travaillé avec ces institutions pendant plusieurs années? Je pense qu'il est négatif. Et moi, la question que je renvoie à ces institutions, c'est est-ce qu'elles peuvent nous présenter aujourd'hui une référence? C'est-à-dire que voilà un pays africain avec lequel on a travaillé. Effectivement, on a pu permettre à ce pays de se développer à partir du plan que nous avons mis en place. Parce que là aussi, c'est impossible. Il n'y a pas de référence. Alors, moi, ce qui m'a choqué, c'est, par exemple, lors de la dernière visite du président Hollande en Afrique, il y a un journaliste français qui a posé la question à notre président quand est-ce qu'il comptait prendre sa retraite. Alors, moi, je m'attendais à ce que pendant cette conférence de presse, que la presse camerounaise pose la question concernant, par exemple, le fonds FIFA, et ça n'a pas été fait. Et après, il y a eu Mme Lagarde, qui est arrivée. Là encore, aucune question n'a été posée. Bon, je me suis rendu compte que nous n'étions pas représentés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions fondamentales qu'on devrait regarder, notamment la question de la monnaie et puis l'industrialisation de l'Afrique. Donc pour chuter, je vais dire, comme a dit Thomas Sankara, concernant la dette, on ne la paye pas. Alors, et celui qui n'est pas content, il n'a qu'à prendre son avion, il va payer. Voilà. Et pour chuter définitivement, je voudrais dire saluer tous les panélistes. Un bonsoir particulier à Jean Bédia ici, et à M. Nicoro et tous les autres qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est évident qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et moi, ce que je voulais leur dire, c'est que la mission qui leur a été assignée, la mission qui a été assignée, c'est le bon Dieu. Et chaque fois qu'il y a Dieu quelque part, il y a toujours le diable. Il y aura toujours des obstacles, mais il ne faut pas qu'il se décourage. Voilà. Voilà, merci Monsieur Georges depuis Londres. On va refermer le standard d'abord avec cet appel de Jamal depuis la Malaisie. Bonsoir monsieur, vous votez puis vous contribuez. Bonsoir à tous les panélistes. Je vote toutes ces dames. Moi, je voudrais d'abord dire que ce soit la Banque mondiale et le FMI, nous n'allons jamais profiter et nous ne profiterons jamais. Je crois bien que François Bicoro et Jean de Dieu ici, depuis hier, nous ont sorti un bon développement sur les lettres, surtout M. Dieudonné, sur les lettres E. Alors quand je viens de ce côté, je rentre maintenant dans l'Afrique proprement dit. Regardez bien cette Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais regardez le comportement de ceux du nord, ils ont leur monnaie. Et ceux du sud, ils ont leur monnaie. Le seul endroit et le seul, c'est ceux du centre. Et plus précisément, ces 14-là qui sont sur la côte de la France, qui sont véritablement en retard. Alors je vous assure que depuis que Déby a parlé concernant la monnaie, qui se prononce, même mon propre président, qui est supposé de libérer l'Afrique centrale pour qu'on puisse déjà avoir notre monnaie, ne se prononce pas. Hein? Ça veut dire que quoi, ils sont tous attachés. Or, une fois que nous aurons notre monnaie, comme Poutine l'a dit, la France va tomber, la France va entrer dans son dernier rang habituel et il y aura une véritable paix dans ce monde. Parce que la France est au centre de beaucoup de problèmes. La France a engagé les États-Unis et qui les couvre. C'est l'Israël, c'est les Juifs, c'est faux Juifs, parce que les vrais Juifs, c'est les Noirs. Tous les Juifs étaient des Noirs, ils nous ont chassés. On se retrouvait en Afrique. Après, nous ont encore rechassé une partie de nous, des enfants de Jacob, se sont retrouvés comme esclaves. Donc, chaque fois que Seba le dit, le sionisme est juif. Ce sont les juifs qui sont derrière, qui ont arrêté l'Europe, ils ont arrêté l'Amérique et qui nous imposent cette méthode-là. Donc, la seule méthode, et puis comment je vois ici en Asie,
s'il y a un seul pays qui peut commencer à faire sa monnaie, surtout le Cameroun, parce que le Cameroun doit ouvrir la porte à tous les autres. Je vous assure que en moins de 2-3 ans, et qu'on s'aligne derrière la Chine, comme cette compagnie téléphonique qui est là, vietnamienne là, nous allons nous développer le plus rapidement possible. Les autres vont nous suivre. Que le Seigneur vous garde. Merci, monsieur Jamal, pour cet appel depuis la Malaisie. Merci pour votre contribution. Alors, Harry Diabaté, vous êtes également là ce soir. Bonsoir. Nous sortons pratiquement de ce sujet. Voilà, on va vous passer la parole. Vous avez suivi tout ce que les autres panélistes ici ont dit par rapport à ce sujet. Alors, vous, je vous demande quelle solution donc pour l'Afrique face à ces deux institutions en ce qui concerne le développement de notre continent. Bonsoir Manuel Asiké, je voudrais saluer tous les panélistes, saluer tous les panafricanistes, tous ceux qui aiment l'Afrique. Et je voudrais, comme Caton l'Ancien, ce sénateur de la Rome antique, qui disait avant de manger, en référence à Carthage qui menaçait la Rome, il disait « Delenga Carthalo », il faut détruire Carthage. Dans tous ses discours, il le disait. Alors, je l'ai dit la dernière fois, je voudrais le rappeler de nouveau. En 2016, il faudra qu'on ait la vérité sur la mort de cet ingénieur camerounais, Melvin Yassam Tchamba, qui est porté disparu au Congo depuis 2011. Sa famille ne sait pas où il est. Je voudrais rendre un hommage particulier à tous les camarades ingénieurs de l'université camerounaise de Tchang qui le soutiennent, qui soutiennent sa famille autour du docteur Nzana depuis 5 ans pour qu'on le retrouve, pour qu'on ait la vérité sur sa disparition. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est en prison? Qu'est-ce qu'il est advenu de lui? Donc, je voulais parler de ça avant. Bon, mais pour revenir à votre question, il faut dire déjà de prime abord que le FMI et la Banque mondiale, il ne faut avoir aucun espoir. Il ne faut avoir aucun espoir parce que ces banques sont au cœur, ces institutions sont au cœur de l'architecture du capitalisme. Et ces différentes institutions ont servi à l'aliénation politique et économique de l'Afrique. Ces institutions nous ont rendus dépendantes. Ces institutions nous privent de toute volonté, de toute velléité de développement, d'atteinte donc vers le développement. Il faut que ce soit clair. Aujourd'hui, j'entends des thèses, des gens qui disent on peut réformer leur politique. Ces institutions peuvent réformer leur politique. Ces institutions peuvent adopter de nouvelles politiques. Non, c'est fini. Il n'y a rien de récupérable. Il n'y a rien à attendre d'elles. Parce que le FMI, en fait, a été créé. Il y a eu la crise entre les deux guerres, la première et la deuxième guerre, a été créé pour une seule mission, qui était de suppléer toutes les économies qui étaient, d'aider toutes les économies qui connaissaient une balance de paiement déficitaire, pour que tout le monde comprenne bien. C'est-à-dire que ces États qui dépensaient plus qu'ils n'avaient de recettes, donc ils étaient en faillite. Alors le FMI, lui, il a été créé juste pour apporter de l'argent à ces économies-là, à travers un moyen que ces pays ne pouvaient pas avoir, c'est-à-dire de façon conventionnelle, c'est-à-dire créer de nouveaux impôts ou bien le circuit de la dette. Alors le FMI, lui, faisait quoi? Il leur donne de l'argent à travers ce qu'on appelle le droit de tirage spéciaux, c'est la monnaie du FMI. Mais ces droits de tirage spéciaux sont assortis de conditionnalités qui lient le pays. Ce qui fait que le FMI détruit, vampirise tous les fondamentaux économiques d'un pays et le pousse à prendre des mesures impopulaires. Donc on maintient par là, de façon artificielle, toutes les dictatures, toutes les plutocraties qui ont été incapables de bâtir de véritables politiques économiques, de véritables politiques pour le développement de leur pays. Alors on les maintient artificiellement en vie, en leur donnant de l'argent. En leur disant, vous savez, si on n'a pas d'argent, si vous n'avez pas, pour vivre, vous êtes obligé de compter sur notre argent, mais en retour, faites ceci. Donc, beaucoup de pays ont vu ça en Afrique, qui sont passés sous les fourches codines du FMI. On leur a demandé de se désengager des filières porteuses, qui étaient pourtant porteuses, qui donnaient de l'argent, qui étaient capables d'apporter
le développement. Le pasteur Pondy a par exemple parlé de l'agriculture, qui est un secteur sensible en Afrique. Alors, le FMI fait quoi? Il vous demande de vous désengager des filières porteuses comme le cacao, les filières cacao, café, coton qui ont été déstructurées. Et on vous dit, il faut privatiser, il faut qu'il y ait moins d'État. Il faut qu'il y ait moins d'État dans les filières publiques, parce qu'il faut comprendre, dans les pays comme les nôtres, qui étaient sur le plan économique, qui étaient assez jeunes, où le tissu économique n'était pas assez puissant, l'État était obligé de suppléer, sortir de son rôle de régulateur pour devenir un acteur économique. Il y a une sorte de capitalisme d'État qui a été créé, de fait. Maintenant, on vous dit, il faut privatiser à tout camp. Et il faut d'abord nettoyer, donc il faut chasser tout le monde. Il faut licencier tout le monde. Ensuite, il faut privatiser. Pourquoi? Parce que derrière le FMI sont cachés, sont tapis dans l'ombre des institutions financières, c'est-à-dire des fonds spéculatifs, des fonds de pension, des fonds pour tout. Bref, une foule de petits bandits, de petits maquereaux qui ont de l'argent et qui guettent. Ils sont à l'affût, ils leur disent, attention, dites de privatiser le port de Douala. Voilà un port, une armature portuaire qui marche depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis la réforme portuaire au Cameroun, celle de 70, du début des années 70. Alors, ils disent à un moment, le port, comme tous les ports en Afrique, par rapport à la crise économique, connaît de véritables problèmes. Mais le Cameroun a la capacité de pouvoir gérer les problèmes de son port, parce que quand le directeur, le créateur de ce pont, en fait le véritable bâtisseur de ce pont, Gagnon Sanfa, est remplacé par Siegfried Dibon, qui arrive avec une grosse équipe et ils parviennent à remettre le port à flot. Mais de façon très maligne, ils poussent les autorités camerounaises qui sont bloquées par la récession économique à privatiser, à tout faire pour opérer une nouvelle réforme portuaire, celle-là qui va faire entrer le capital privé et dans la gestion du port, sous prétexte que comme l'État n'a plus d'argent pour investir et moderniser le port, les équipements du port, le secteur privé, lui, pourra venir et apporter de l'argent et moderniser. Or, c'était faire entrer les requins de la finance dans le port. Et ils ont choisi les plus beaux morceaux du port, le terminal à conteneurs, le parc à bois. C'était à qui mieux, c'est chacun qui se prenait de l'argent. Et personne n'a amené 5 francs. Ils ont travaillé avec les équipements de l'État du Cameroun. Ils ont encore travaillé avec l'argent du Cameroun. Donc, vous voyez un peu comment le FMI a facilité l'entrée, l'immersion de ces réseaux mystico-mafieux dans l'économie d'un pays comme le Cameroun. Et cela est valable pour tous les pays en Afrique qui ont eu recours au FMI. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut créer de nouvelles organisations. Il ne faut pas croire qu'on peut créer un truc comme le FMI, c'est-à-dire une réplique du FMI africain. C'est dangereux. C'est dangereux si on ne parvient pas à contrôler ça. Parce que vous vous souvenez, le précédent du FMI africain, dès que le FMI africain, on a pensé mettre sur pied le FMI africain, on a vu tous les autres États occidentaux qui ont levé le doigt, ils ont dit qu'ils veulent prendre des parts, qu'ils veulent devenir actionnaires. Donc maintenant, il faut que les Africains contrôlent eux-mêmes le Fonds monétaire africain, s'arriment sur des institutions comme le BRICS, c'est-à-dire que cette alternative à la Banque mondiale, pour pouvoir créer un nouveau système économique et pouvoir créer de nouvelles ouvertures sur le plan économique, des ouvertures basées sur l'agriculture. Je dis toujours, aucun pays au monde ne s'est développé sans son agriculture. Les États-Unis, c'est le tabac, c'est le coton, c'est le sucre. L'Angleterre, c'est le tabac, c'est le textile. La révolution industrielle, c'était quoi? C'était de mécaniser l'agriculture et de la rendre, de l'industrialiser, de produire en masse. Ces standardisations-là, c'est ça qui amène le progrès, ça qui crée la valeur ajoutée, ça crée de l'emploi, ça crée de l'argent et ça crée la croissance. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre potion magique, ça n'existe pas. Les gens qui croient qu'on va se développer avec des services se trompent. Ils nous disent, ils prennent toujours l'exemple de Singapour en disant Singapour n'a pas cette force économique, cette force agricole, mais Singapour, je dis aux gens non, c'est un système tronqué, c'est un système dangereux. Pourquoi? Parce que ce sont des fonds venus d'ailleurs
qui sont détenus par des holdings, qui vont investir à Singapour parce que là-bas, le coût du travail est réduit au maximum. Ils n'ont pas les mêmes facteurs de production qu'en Europe, qu'en Occident. Alors, ils vont investir là-bas. Et on connaît, et quand on voit les contre-coups environnementaux, les contre-coups sur le plan du travail, du salaire, on se pose bien des questions sur la capacité de ces pays. Or, si les Africains, il est inadmissible qu'en Afrique, les gens continuent d'importer le maïs, alors qu'on connaît la part du maïs dans l'importance alimentaire en Afrique. On connaît la part du maïs, mais on a les terres, on a l'eau, on a la population qui est vaillante, qui est dynamique, mais on continue, les Africains continuent d'importer 80% de maïs. Et quand il y a un problème de maïs, de famine en Afrique, ce qui est curieux, le programme alimentaire mondial, qui est le bras séculier de cet organisme des Nations Unies, de la FAO, le programme alimentaire mondial importe le maïs d'ailleurs pour le donner aux populations qui ont faim en Afrique. Donc vous voyez un peu le véritable paradoxe, alors que l'Afrique a la capacité de se nourrir, l'Afrique a la capacité de sortir de l'ornière sur le plan agricole. Et ce n'est qu'à partir de ça, il n'y aura aucune jérémiade qui sera tolérée. Si on va passer notre temps à pleurer, à crier, à pleurnicher, tant qu'on ne va pas créer le Big Bang agricole, on ne sortira, on n'ira nulle part. Ça, il faut que les Africains, on aura beau crier qu'on a tué tous les Africains, ça ne nous servira à rien. Le problème fondamental, c'est de créer le Big Bang. C'est le moment ou jamais d'appliquer le NEPAD. C'est le moment ou jamais d'appliquer la version économique du plan de Lagos. C'est Stéphane Toumou qui en parlait. Le plan de Lagos de 80, jamais dans l'histoire de l'Afrique n'a eu un plan aussi audacieux. C'est pourquoi les Africains devraient tout faire pour l'appliquer. Mais pour que l'Afrique l'applique, il faut que l'éveil de conscience soit fort. Il faut que les Africains aient conscience d'avoir eu un destin, de partager la communauté de destin. Se dire qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas réussir individuellement, on ne peut réussir qu'ensemble. Si on croit, si le Tchad, si le Cameroun, si le Congo, si la Centrafrique, si le Tchad, la Guinée équatoriale croient individuellement réussir, ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est ensemble. C'est ensemble que tous ces pays, s'ils se mettent ensemble, comme un fagot de bois, ils seront difficiles à couper. Il y aura moins de terroristes, il y aura moins de convoitises extérieures, il y aura moins de tentations. Les Africains seront comme un seul homme orientés vers le développement. Merci beaucoup à vous, monsieur Henri Diabaté, merci. Jean de Dia, ici, nous sortons pratiquement de ce sujet, des solutions par rapport à ce qu'on a dit ce soir. Je prends la parole juste après M. Diabaté, d'abord parce qu'il a mangé mes biscuits. Le premier biscuit qu'il consomme, c'est celui de l'éveil de conscience. L'Africain devrait être la sincérité pour l'Africain lui-même. C'est-à-dire il faut tuer l'ignorance et l'incompétence intellectuelle. J'ai 6 choses à dire. Il faut que les Africains notent que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, c'est la double colonisation dénoncée par France Fanon. Cette double colonisation a utilisé une arme forte, le programme d'ajustement structurel, qui est un poison. Diabaté a mangé mes biscuits, ils ont privatisé les États. Ils ont enlevé la souveraineté aux États. Ils ont procédé à la reconquête et recolonisation des États qui jouissaient d'une apparente indépendance. Et lorsque je l'ai dit, il faut doiter les responsabilités. Il faut avoir le courage de doiter les responsabilités. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, en Afrique, c'est les forces exogènes entrant en concubinage de déstabilisation avec des forces endogènes. Vous allez suivre certains universitaires. Vous démontrez avec les dernières entrailles que si vous n'allez pas au Fonds monétaire international,
Mais vous allez tous mourir. C'est la méchanceté. Et c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce qu'évidemment, ceux qui prononcent ce discours sont douillés, sont bien nourris, sont des bourgeois de chez nous. Et donc, c'est des forces exogènes entrant en concubinage incestueux avec des forces endogènes. Et lorsque je l'ai dit, je dois confirmer ce que je dis avec la lecture d'un mauvais livre. Parce que je ne lis que des mauvais livres. Je lis le livre qu'on appelle Rapport Lugano. Que les Africains fassent tout pour avoir le livre Rapport Lugano, qui a été écrit par Suzanne Georges. Cette femme est franco-américaine. Ce n'est plus Haïti, des Bomzout. Elle est franco-américaine. Elle vous montrera clairement le rôle criminel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est écrit et c'est important. Le rôle de diffusion de la pauvreté, de la misère et de la maladie. Il faut lire ce livre. Pour dire que Manuela Siké, dans mon pays, le Cameroun, il y avait eu un monsieur qu'on appelait Richard Dingom. Il était accompagné d'un autre, Abel Moutambebe. Ils étaient des dirigeants de ce que vous appelez encore l'école polytechnique à Yaoundé, qui a quelques résultats ces derniers temps. Mais ils avaient écrit l'industrialisation du Cameroun, zone par zone, selon les ressources naturelles. Ils ont été très vite assassinés par quelques juifs que je ne voudrais pas indiquer ce soir. Parce que l'Afrique, si elle passe par l'industrialisation, d'après les ressources naturelles disponibles, avec des orientations diplomatiques de la Chine ou de la Russie, qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international, il y aura des résultats. Et pour sortir définitivement, j'aime rappeler la théorie constructiviste, c'est-à-dire la formule d'un vaste océan aquatique où il faut absolument se nourrir des énergies des autres. C'est établi, c'est une répétition. J'aime la France, beaucoup même. C'est pour ça que j'aime utiliser les E de la France. Je vais le répéter jusqu'à ce que ma dernière goutte de sang tombe. C'est le E à dimension plurielle. Le E comme Élysée, c'est la tête pensante. Il faut que les Africains imitent la France. Le E, Élysée, a dans ses entrailles le Quai d'Orsay, le Matignon, et on pense. C'est le politique français. Ce n'est pas l'homme vulgaire de la France, c'est le politique français. Élysée, Matignon, Quai d'Orsay. Lorsque la pensée descend, on appelle le E, qui est le E des églises et des cercles ésotériques. Ça fait que si vous êtes possédé par les cercles ésotériques de Paris, vous ne pensez pas pour les Bomzout. Vous pensez pour Paris. Le troisième E, qui est également couplé, les états-majors, forces sangaristes, opération Ceci, Barracuda, avec les écoles, le contenu de nos enseignements, de nos programmes, le contenu de nos enseignements pour nos enfants, ça n'a rien à voir avec les inspirations locales. Le quatrième E, c'est justement le E des entreprises. Quand on a dit qu'on va privatiser tout un pays, on va privatiser de l'eau potable, l'électricité, etc. Évidemment, il n'y a que les entreprises occidentales, qu'on appelle les multinationales, pour venir arracher vos intentions d'industrie, vos intentions d'économie ou de commerce. Et le dernier E, qui est l'objectif final, c'est toutes les énergies. Énergie spirituelle et existentielle, énergie du sol et du sous-sol, énergie solaire, toutes les énergies. Et un pays soumis à la reconquête et à la recolonisation perd et les énergies humaines et les énergies matérielles. Voilà ce que les Africains doivent comprendre. Et quand c'est bien compris, on serait tous les suicidaires comme nous. On serait prêt à comprendre que comme on a tout perdu, il vaut mieux qu'on perde nos vies également et que nos enfants puissent avoir l'espoir de la fertilisation de nos sols et l'agriculture que vous prônez aujourd'hui
peut donc avoir un sens. Voilà, merci Jean de Dieu ici. Le temps nous tient pratiquement à la gorge. Tous les panélistes ne pourront pas justement proposer des solutions, mais nous allons certainement revenir sur cette thématique dans nos prochaines éditions. On va donc passer au second thème de la soirée. Face à la déstabilisation des pays africains, quel comportement le peuple doit-il afficher pour éradiquer ce phénomène instauré par les pays occidentaux? Alors, pour entamer ce sujet, on va passer l'antenne du côté de N'Djamena à Abdoulaye Cyprien. Voilà, merci Manuela. Monsieur, vous l'avez compris, face à la déstabilisation des pays africains, quel comportement le peuple doit-il afficher pour éradiquer ce phénomène instauré par les forces obscures, on va le dire ainsi? Quel comportement que le citoyen lambda peut observer selon vous? Je vais commencer par vous, monsieur Versinis. Oui, quand on parle de la déstabilisation en Afrique prend d'abord sa source soit à l'intérieur d'un État, soit à l'extérieur de l'État. Et les raisons sont multiples. Les déstabilisateurs des États africains, et donc c'est des Occidentaux. Certains Occidentaux pour des intérêts liés à leur existence. L'exemple venait de Gaulle, qui disait que la France a d'intérêts et non des amis. Mais ça résume tout. Donc, dès lors que leurs intérêts sont menacés, ils essaient un peu de nous déstabiliser. Oui, ils essaient de déstabiliser là où le chef d'État, mais là où les chefs d'État ne veulent pas protéger l'intérêt de ces Occidentaux. Je donne un exemple simple. Au Burkina, nous connaissons tous la relation qui existait entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Pour ne pas aller chercher loin, ils ont poussé alors le feu à la maison. Ils ont dit, mais Blaise Compaoré, logiquement c'est toi qui devais diriger le Burkina. Tu es bien placé pour diriger le Burkina. Et là bon, c'est vrai que vous avez parlé de ça. Est-ce qu'au niveau des peuples africains, est-ce qu'il ne doit pas avoir plus une solidarité? Est-ce que le peuple ne doit pas être en phase avec les politiques? Oui, ceci, il faut se dire que les pays africains doivent avoir et afficher un comportement républicain et citoyen, afin de faire face à ces complots orchestrés par certains pays occidentaux. Donc, logiquement, c'est ces pays africains qui doivent vraiment avoir un comportement républicain. Si aujourd'hui on me pousse contre mon prochain, mon frère africain, je dis non, c'est mon frère, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le tuer. Et si celui-là peut défendre réellement l'intérêt des Africains, mais toi aussi tu es un Africain, mais c'est là où le bas blesse, ces Africains se laissent encore baiser par les Occidentaux. C'est là où je suis vraiment sidéré devant cette situation. Mais si nous sommes restés solidaires, républicains, citoyens, mais quand on pousse contre mon frère, non, je refuse. Et je vais dire une chose également. Je donne un conseil maintenant, je lance un appel vibrant à nos dirigeants africains. Toutes les bases militaires qui sont installées ici en Afrique, les militaires, c'est des escrocs. Tu vas voir, c'est des ingénieurs, tous ceux qui sont les trous de Barkhane, tout ça, ils n'ont qu'à dégager. Ils sont là, ils sont en train d'entretenir des coups d'État, et là, on est en train de nous distraire avec des mouvements de revolte. Ils sont en train d'exploiter nos sous-sols. Je prends un exemple ici au Tchad. L'opération Barkhane ici au nord, là. Ils sont en train d'exploiter notre or au nord. Ils sont en train de faire ça. Depuis qu'ils sont là, ils disent non, nous sommes là pour surveiller les terroristes, mais maintenant, les terroristes ils ont quitté là-bas pour venir alors connaître des attentats ici. Ils sont là, les frères Camerounais sont en train de vivre au nord. Mais ils sont là ici, ils étaient pour ça, non? Mais en réalité, c'était pour exploiter nos sous-sols.
tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de nous distraire. Donc il n'a pas dégagé. On a quoi d'abord? Pourquoi ils disent qu'ils se salent ici? Contre qui? C'est contre qui? Mais c'est la question qu'on doit se poser. Ils sont venus pour quoi? On a l'agression où? Pour qu'ils viennent alors, c'est ça ici en Afrique. Voilà, moi je vais poser la question à M. Ngabatima. M. Ngabatima, le tribalisme en Afrique, c'est vrai que c'est une bombe coloniale. Est-ce que c'est aussi un vecteur, un canal où l'Occident peut accéder pour déstabiliser les pays africains? Évidemment, le blanc, pour venir en Afrique, il est venu d'abord avec la Bible, ensuite avec la colonisation, et tout cela se fait en complicité avec l'autre, c'est-à-dire notre frère africain. Pour ce qui est de la déstabilisation, après la phase expérimentale de série de coups d'État en Afrique, nous assistons aujourd'hui à une autre déstabilisation de l'Afrique à travers les associations de la société civile. Je ne vais pas jeter le caillou dans le jardin de mon frère, mais quand nous voyons les citoyens, il y en a marre, trop c'est trop ici au Tchad. Qui sont financés de l'extérieur, pas de l'intérieur. Je pèse de mes mots, ces organisations ont leur source de financement depuis l'extérieur. Il ne faut pas se leurrer. Et au lieu de jouer leur rôle extérieur de l'Afrique. Tout à fait. Au lieu de jouer leur rôle qui est l'éveil de la conscience, elles ont failli à leur mission. Elles sont plutôt dans des... Elles sont comme des sous-marins qui œuvrent pour déstabiliser le continent. Et maintenant, après cela, nous voyons également qu'ils utilisent les étudiants, qui constituent un réseau également de déstabilisation. Et qu'est-ce qui se passe? On essaie d'abord de prendre des responsables, des étudiants en aparté, on leur propose tout l'or du monde et on leur demande de créer des mouvements insurrectionnels sous forme de grève et autres. Et nous voyons déjà le danger venir. Donc vous voulez dire par exemple, le blanc se sert du noir pour tuer le noir? Tout à fait, vous avez compris. C'est bien cela. Alors, ce que nous demandons, c'est d'être debout, unis et soudés. Et comment faire pour être debout, unis, soudés, pour que ce genre de déstabilisation, qu'on ne les connaisse plus? C'est la conscience d'abord individuelle et collective. Et ce que je peux appeler ainsi la nouvelle conscience pour le continent africain. Nous devons être le rempart pour soutenir nos chefs d'État qui osent défier ainsi les grandes puissances. Donc, nous ne devons pas laisser le verre entrer dans le fruit. Voilà. Voilà, vous avez compris, M. Wamadi, à votre tour. M. Ngabatima vient de dire tout à l'heure, on ne va pas laisser le verre entrer dans le fruit. Qu'en pensez-vous? Effectivement, il ne faut pas laisser le verre entrer dans le pays. Pour répéter mon frère, les Africains, nous avons un problème qui a pour source les Africains eux-mêmes, comme l'a dit le feu Omar Bongo. Le mal de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. L'Afrique peut parler d'une seule voix. Le peuple africain peut se réunir autour d'une même idée, mais il faudrait qu'au préalable, qu'ils puissent traiter sur des bases égales. Si au niveau national, nous entretenons le népotisme, le favoritisme à un certain niveau, nos institutions ne sont pas des institutions fortes, et à travers ces institutions, nous voyons le favoritisme, ce que je viens de citer tout à l'heure, se planer. Effectivement, il y aura des mécontentements, mais lorsque les besoins, les désirs des peuples africains, des peuples africains, excusez-moi, est satisfait, est sur une même base, je pense qu'à ce moment, les Africains dans l'ensemble s'attacheront à la patrie. Ils parleront d'une même voix. Voilà ce qu'il faut. Il faudrait que le chef d'État africain œuvre désormais, n'est-ce pas, dans l'intérêt général et non dans l'intérêt particulier. Vous avez évoqué le tribalisme tantôt. Et les Occidentaux sont là pour prôner la politique de diviser pour mieux nous régner. Mais comment? Nous sommes là entre nous Africains. Pourquoi se faire la guerre, mes chers amis? C'est juste parce que nous sommes trompés. Notre conscience a été vendue.
il faudrait donc la reprendre. Mais comment? Ce sont là les interrogations. Voilà, en 2-3 mots avant de repartir sur Douala, M. Ngabatima, est-ce que nos hommes politiques, nos chefs d'État doivent œuvrer à la consolidation de l'unité nationale pour éviter que l'Afrique soit déstabilisée? Tout à fait. Ce que nous demandons à nos dirigeants africains, c'est de parler d'une seule voix. Nous voyons que lors des sommets des chefs d'État africains, les résolutions qui sont prises ne sont pas appliquées à la lettre. Pourquoi? Parce que pour la simple raison qu'ils ne sont pas unanimes sur certaines décisions qui engagent la vie des nations. Je vais parler sur le plan national. Oui, sur le plan national, oui. Et ici au Tchad, nous sommes unis, soudés derrière le président Idriss Déby Itno. Et nous voulons que cette année soit une année des élections apaisées. Nous appelons tout le monde à la retenue, surtout nos leaders politiques doivent être des hommes responsables qui ne soient pas des vents en guerre, qui ne jettent pas de l'huile sur le feu. Et nous demandons également à nos jeunes étudiants, et surtout ceux qui sont à la recherche de l'emploi, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, le gouvernement avait annoncé dans un premier temps qu'il y aura le gel d'intégration à la fonction publique. Et cela a créé des remous. Et le gouvernement est revenu, deux ministres sont montés au créneau pour dire qu'il y aura 3 000 recrutements, 5 000 plutôt, 5 000 jeunes qui seront recrutés cette année. Alors sur le plan africain en général, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le citoyen lambda, l'Africain doit faire pour éviter que son pays soit déstabilisé, que l'Afrique convoie toutes ces déstabilisations-là? Monsieur Vassini, si vous répondez rapidement. Oui, le premier où je vais répondre à mon frère, l'autre Raman. Le problème de nous Africains, c'est également le manque d'alternance. Le manque d'alternance. Ça, il faut se dire les choses en face. C'est vraiment le manque d'alternance en cette nouvelle donne de politique, la démocratie, on peut dire. Parce qu'on fait la démocratie, il faut l'alternance. En fait, c'est ça. La majorité de nos chefs d'État, quand ils arrivent au pouvoir démocrate, ils sont souvent dictateurs. C'est ça le problème. C'est ça qui crée également le mécontentement de la population. Et il consolide pas l'unité nationale. Justement, parce que quand on est au pouvoir, je disais tantôt que ceux qui entourent les chefs d'État, des fois ils prennent de belles initiatives. Mais l'applicabilité pose problème. Parce que ceux qui sont avec nos chefs d'État, ceux qui sont chargés d'appliquer la politique, ils le dévient. Ils le dévient pour des besoins égoïstes. Et là, ça crée des mécontentements au sein des États. Et c'est ça qui crée alors sur le moment. Ceux qui sont lésés sont obligés de se mécontenter. Et c'est ça qui crée le problème. Donc en réalité, il faut que la gestion des choses publiques soit équitable, partagée, associer tout le monde. Mais quand d'autres personnes sont à l'aise, ils vivent comme des demi-dieux, des pachas, vous voulez dire. Des pachas. Ça crée des mécontentements. Voilà, on va donner la parole à M. Wamadi avant de repartir sur Douala. Wamadi, que faut-il faire pour éviter toutes ces déstabilisations? D'abord, au niveau régional, il faut une unité régionale. C'est-à-dire le peuple africain doit s'accepter. Il faudrait qu'on puisse mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la libre circulation, excusez-moi, n'est-ce pas, de personnes. La CEDEAO, on a réussi, mais la CEMAC jusqu'à présent, pour aller au Gabon, une parenthèse, je prends une parenthèse, pour aller au Gabon, moi, Tchadien, il nous faut un visa, idem pour la Guinée équatoriale, ce qui n'est pas le cas de toute l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, dans les années 2013, un projet a été initié, celui-là, n'est-ce pas, le 1er janvier 2014, la libre circulation sur, dans la sous-région CEMAC. Mais grande surprise, de tous les citoyens de cette sous-région, cela n'a pas vu sa réalisation et c'est ce que tout le peuple de surface ou bien de cette sous-région attendait. Alors,
lorsqu'il y a la libre circulation des personnes, cela permet aux différents Africains de cette, excusez-moi, africains, mais je veux parler des Africains des autres pays, n'est-ce pas, de se frotter à le mélange et avoir des relations et développer des amitiés. Et c'est à travers cela que viendra également l'intégration régionale. Pensez bien, mes chers, regardons bien, mes chers amis, c'est que l'intégration n'est pas simplement une affaire du sommet, c'est-à-dire des chefs d'État, mais c'est aussi une affaire du bas peuple, de peuple, excusez-moi, j'allais dire du peuple. C'est-à-dire, au niveau des frontières, vous voyez que dans l'Afrique, il y a des ethnies, n'est-ce pas, qui sont à cheval, c'est-à-dire ils sont d'un côté, comme des deux côtés de la frontière. Nos frères Mounda, nos frères Massa, nos frères, il y en a de l'autre, comme les femmes. Les femmes, il y a femmes au Cameroun, il y a femmes en Guinée équatoriale, il y a femmes au Gabon, au Congo. Ça veut dire qu'en réalité, ces barrières que nous entretenons ne sont pas d'origine africaine. Nous n'allons pas oublier la conférence de Berlin de 1885 qui a divisé l'Afrique sans consulter les Africains. Donc il faudrait que les Africains s'acceptent et surtout qu'ils soient très très vigilants. La France, depuis la révolution de 1989, la révolution française, juste en 1789, la constitution française a été modifiée 15 fois. Et c'est là, qu'est-ce qui était à l'origine? C'était, n'est-ce pas, des tensions politiques internes. Si aujourd'hui en Afrique, nous voyons que le contexte est favorable à la modification de certaines constitutions, moi je ne trouve pas de mal là. Lorsqu'un président travaille, le fait l'a déjà évoqué, c'est vrai, il faut donner la chance à ceux qui travaillent et ceux qui défendent la cause de l'Afrique. Voilà, on va repartir du côté de Douala où Manuela doit aussi aborder ce deuxième thématique avec ses panélistes. Manuela, à vous. Voilà, merci Cyprien Abdoulaye. Monsieur Simon, vous nous avez également rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Donc avec vous, on va aborder dans la seconde thématique de cette soirée, face à la déstabilisation des pays africains, quel comportement le peuple doit-il afficher pour éradiquer ce phénomène instauré par les pays occidentaux? Alors monsieur Simon, les faits sont là, l'Afrique fait face à une déstabilisation sans précédent, en tout cas on en a débattu ici plusieurs fois sur nos plateaux. Maintenant, nous en tant qu'Africains, vous en tant qu'Africains, quelle est l'attitude à adopter face à cette menace? Merci Siket de m'avoir donné la parole. Je voudrais déjà ici dire bonsoir à tous les panélistes de Douala, de N'Djamena et tous les panafricanistes qui nous regardent ce soir. D'emblée, je voudrais dire que l'Afrique souffre de deux mots. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Ici, je prends un cas simple. Ici à Afrique Média, on nous reproche de ne pas accepter la contradiction. Oui. Et c'est cette contradiction qui est à l'origine de tous les problèmes que l'Afrique subit aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Je prends un cas, une équipe de football, où vous recrutez des joueurs, vous jouez contre un adversaire. Si dans votre équipe, vous prenez un joueur qui marque dans votre but, dans votre camp, vous le gardez ou bien vous l'écartez. Si vous avez des gens qui vont marquer chez l'adversaire, qui ont un système de jeu pour battre l'adversaire, vous faites quoi? Vous passez le temps à accepter les gens qui vont marquer le but dans votre camp? Il faut qu'on se comprenne. Ça, c'est bien. Et je prends un autre cas. Vous savez, l'Afrique est victime aujourd'hui d'un bordel organisé par l'Occident. Ils viennent vous dire démocratie, alternance, alternative. Ils balancent une histoire comme ça. Pendant qu'on lutte pour dire oui, l'alternance c'est bon, c'est pas mal, ils s'installent, ils font tout ce qu'ils veulent. Pendant qu'on bagarre, ils prennent tout ce qu'ils veulent. C'est le cas qu'on vit aujourd'hui en Afrique. Si on ne s'arrange pas pour mettre un terme à cette histoire, à regarder tous dans la même direction, à nous unir autour d'un idéal pour défendre l'Afrique, on ne pourra jamais s'en sortir. Je prends un troisième cas. Vous êtes dans votre maison. Vous avez des problèmes entre vous, le père, la femme et les enfants. Et il y a un voisin éloigné qui a eu des problèmes avec vous. Il prend une arme, il vient dans votre maison, il vient vous trouver. Est-ce que pendant que vous êtes en train de bagarrer, vous allez arrêter votre bagarre pour foutre l'intrus dehors ou bien vous allez accepter qu'il rentre dans votre maison pour s'installer avec l'arme et vous détruire? C'est un choix. C'est le cas de l'Afrique qui aujourd'hui, on est chez nous, les gens viennent de l'extérieur, viennent nous agresser. Pendant qu'on nous agresse, au lieu qu'on se mette tous ensemble pour bouder les gens, on nous dit oui, vous n'êtes pas sérieux, il faut la démocratie, il faut l'alternance, il faut. C'est un choix. La situation est extrêmement grave pour l'Afrique. Si aujourd'hui
aujourd'hui, on ne se mobilise pas pour savoir exactement quelle attitude adopter pour contrer l'Occident qui est. Parce que vous voyez bien, par exemple, en 1884, quelqu'un l'a si bien dit, ils sont réunis, ils ont pris des décisions pour diviser l'Afrique sans notre avis. Et chaque fois qu'ils viennent en Afrique pour poser des actes, vous ne verrez jamais un Français tirer sur un Allemand. Vous ne verrez jamais un Allemand tirer sur un Américain. Ils s'entendent pour venir prendre ce qu'ils veulent. Et nous, idiots, on dit oui, la démocratie, l'alternance, il faut absolument, celui-ci est mauvais, celui-ci est dangereux. Or, il faut absolument taire nos problèmes. Boutir ces gens hors et résoudre, et enfin résoudre nos problèmes. Je ne veux pas dire que j'absous ici nos chefs d'État qui sont à la tête. Non, je dis encore une fois, pendant que l'Occident vient nous agresser, si on se dit oui, le chef d'État n'est pas bon, l'alternance, la démocratie, on s'éloigne un peu de... On laisse le terrain libre à ces gens qui viennent prendre ce qu'ils veulent, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Que quelqu'un me demande le contraire. Et quand vous avez des gens qui viennent sur un plateau d'Afrique Média pour vous dire que oui, vraiment, c'est les chefs d'État qui sont responsables, pendant que bagarre, les Occidentaux font quoi? Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, ils reçoivent les balles du deuil, ils gèrent comme ils veulent. Donc il faut que l'Afrique se ressaisisse une bonne fois et dise que désormais, il faut qu'on autour d'un idéal. Si on est dans chez nous et que quelqu'un vient, qu'on lutte d'abord contre lui, qu'on le mette dehors avant de résoudre le problème, c'est possible. Alors vous, comme solution, si il faut vous résumer, vous prônez la solidarité. Quelqu'un l'a dit tantôt, un fagot de bois. Vous ne pouvez pas casser, mais une bandit, vous la cassez. Oui. Si tant qu'on ne peut pas s'entendre sur cette base, et qu'on vient nous reprocher ici à l'Afrique média, vraiment, vous ne faites pas, il n'y a pas de débat contradictoire chez vous. Ici, il ne peut pas avoir un débat contradictoire parce qu'on a un ennemi commun qu'on connaît, qu'on a identifié. Tant qu'on n'a pas bouté dehors, on ne peut pas avoir un débat parce que ça ne nous sert à rien, ça ne nous avance pas. Au contraire, on ouvre la voie à la déstabilisation permanente de l'Afrique. Voilà de quoi il s'agit. D'accord, merci à vous monsieur Simon. On retient dans votre solution la solidarité entre les pays africains, entre le peuple africain. Alors avant de vous passer la parole, pasteur Pondy, on va prendre cet appel depuis l'Allemagne. Alors bonsoir, vous votez puis vous contribuez. Bonsoir après-midi, bonsoir à tous les panélistes du plateau central. Bonsoir à ceux du plateau de Djamena. Concernant les solutions contre la déstabilisation de l'Afrique par les prédateurs, disons comme ça, occidentaux, j'aimerais déjà rappeler que le monde devient de plus en plus violent. Nous vivons dans une configuration de jungle qui veut que si nous ne bouffons pas, alors nous serons bouffés. Et les Occidentaux l'ont compris très tôt et depuis longtemps. Et comme des lions, dès lors qu'ils ont une proie entre leurs mains, soyez-en sûrs, il sera difficile qu'ils lâchent la proie. D'où la nécessité pour nous, Africains, pour pouvoir nous tirer de ces fers, il faudra s'asseoir et développer des stratégies. Une stratégie que je propose, mais des éminents intellectuels l'ont déjà proposé avant moi, mais comme la répétition est la mère de l'enseignement, il faut continuer, parce que lorsque l'enseignant meurt, alors tout est à terre en termes d'éducation. Une solution serait l'appui de nos dirigeants qui sont déjà malheureusement l'une des causes de cette déstabilisation, il faut le dire toujours ici, mais quand on évacue ce cas, les dirigeants, s'ils ont encore un minimum de confiance, ils devraient tout faire pour utiliser les airs, parce que dans les États, il y a des endogènes, des forces endogènes, comme le grand frère haïtien souvent le dit. Mais nos États devraient trouver aussi la possibilité d'infiltrer des forces dans les États occidentaux, c'est-à-dire la diaspora. Nous avons une diaspora assez énorme. La diaspora africaine dans le monde est énorme. Je parle de centaines ou alors de millions d'individus qui travaillent dans de différents secteurs. Alors, pour se défendre contre cette déstabilisation qui dure depuis des décennies, les dirigeants conscients d'Afrique pourraient s'appuyer sur les diasporas parce que ces éléments-là, qui sont sur le terrain, qui maîtrisent les mécanismes de déstabilisation, pourraient donner des informations parce que je peux vous assurer beaucoup de ces membres de diaspora travaillent dans des positions aussi stratégiques. Mais malheureusement, aujourd'hui, certains dirigeants
font semblant d'ignorer cette diaspora, alors nous connaissons des exemples de pays dans le monde qui sont appuyés sur la diaspora pour sortir des frais de l'impérialisme. Donc, c'était ma proposition ce soir comme élément de sortie de la déstabilisation occidentale. Merci pour vos informations assez riches et très bonnes soirées à vous. Bonne soirée également à vous. Votre appel depuis le Canada. Bonsoir. Vous votez et puis vous contribuez. Oui. Ok. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Manuela, bonsoir à tous les panélistes. J'appelle depuis le Canada, je m'appelle Simplice. Je vais apporter ma contribution à ce sujet par un petit exemple pour commencer. Je vais voter pour toutes les dames en passant. Quand vous frappez une balle contre le sol, elle rebondit à sa hauteur maximale. Et ultérieurement, au fur et à mesure qu'elle rebondit, elle perd de son altitude jusqu'à ce qu'elle atteigne son état de repos en s'immobilisant au sol. Cette approche est celle utilisée comme j'analyse par les infiltrations pour éteindre Afrique Média. M. Kémy Séba avait déjà fait allusion à leur sophistication dans un de vos débats. Le mois passé, Afrique Média perdait de la qualité de ses débats. Parce que chaque fois que je vous suis, je vous donne une note. J'espère que votre chaîne ne rebondit pas pour s'immobiliser au sol. Quant à votre serveur de diffusion de votre émission sur Internet, streamakassi.com, en faisant mes recherches sur Internet, j'ai pu faire cette remarque décevante que ce serveur est hébergé en France. Vérifiez avec moi le numéro de contact de ce site. Il commence par l'indicatif 0033 et l'adresse postale est en France. Est-ce que vous n'avez pas de serveur panafricain? Je veux dire un serveur qui est hébergé en Afrique. Je peux vous porter mon assistance si vous le voulez. Les infiltrations utilisent aussi les organes de régulation fantômes, comme le dit Conseil national de communication du Cameroun, abrégé CEC, pour aboutir à cette fin. Je ne vais pas abuser du temps d'antenne que vous m'avez alloué pour parler de la fraude monétaire internationale et la Banque mondiale. Bon, bonsoir à vous tous, c'est ma contribution. Voilà, merci monsieur. Bonsoir également à vous. Merci pour vos suggestions. On va rester du côté du Canada et prendre cet autre appel. Bonsoir. Vous votez et puis vous contribuez. D'accord. Oui, bonsoir Afrique Média, c'est Desfac depuis Montréal au Canada. Je réitère en tout cas ma gaieté, excusez-moi, ma gaieté de retrouver tous nos panélistes et tous ces gens que nous avons aimés par le passé, que nous continuons à aimer et nous espérons les avoir. Je vais utiliser le terme pour l'éternité, qu'il reste dans nos mémoires pour l'éternité. Qu'est-ce que nos peuples doivent faire pour éviter la déstabilisation de l'Afrique, pour éviter la déstabilisation de notre beau continent? Je dois dire que l'Université Afrique Média a commencé à faire son travail. Les peuples, oui, doivent être solidaires, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent être solidaires. Il faut que nous leur apprenions qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans cette solidarité. Si les peuples ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à gagner, nous aurons de la peine à les rallier à notre cause. Il faut qu'ils apprennent. Donc chacun de nous, dans son petit monde, doit amener les Africains à comprendre et à accepter que nous sommes dans un combat et le combat ne risque pas de s'achever dans les années à venir. C'est pour moi la chose la plus importante. Les Africains doivent comprendre qu'est-ce qu'ils doivent défendre parce que nous avons à défendre. Tant que nous n'avons pas encore compris cela, nous n'irons pas très loin. Oui, nous pouvons commencer à parler de que doit faire le peuple si on n'arrive pas à leur dire qu'est-ce qu'ils ont à gagner, nous n'irons pas très loin. Merci Afrique Média, merci d'exister pour nous, bonsoir. Bonsoir également à vous, Zerfel. Voilà, on va refermer le standard avec cet appel venant de la Chine. Bonsoir, vous votez et puis vous contribuez. Oui, oui.
Merci, bonne soirée. Vous me suivez? On vous reçoit, monsieur. Allez-y. Oui, bonsoir Afrique Média. Oui, bonsoir Afrique Média, c'est Alain depuis Tokyo. Je vois la première dame camerounaise. Concernant les solutions pour la déstabilisation de l'État africain, je voudrais donner un conseil. Le John Kennedy disait aux Américains, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays et non ce que ton pays peut faire pour toi. Alors, les États africains doivent s'appuyer sur la diaspora. Pourquoi je dis la diaspora? Surtout celle qui est en France. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont légaux en France. Ils peuvent manifester contre l'impérialisme. Et ça, c'est très important. Parce que les Blancs utilisent les ONG en Afrique. Nous aussi, nous devons utiliser la diaspora qui est dans leur pays pour contrer ce qu'ils sont en train de faire. C'est la seule manière où le niveau sera équilibré. Parce que les télévisions, ce qu'ils veulent ou pas, seront obligés de parler de ça. Et nous aurons honte. Voilà la solution. Merci et bonne soirée. Merci également à vous, monsieur Alain, depuis Tokyo, c'est en Chine. Bonne soirée à vous. Voilà, pasteur Ponji, nous sommes dans la phase de... On est là pour donner des solutions. Hein. Enfin, quel comportement doit donc afficher ou encore doit prendre le peuple africain pour lutter face à cette déstabilisation? Monsieur Simon a parlé de solidarité, plusieurs téléspectateurs ont parlé, ont demandé à nos dirigeants de s'appuyer sur la diaspora africaine installée à la diaspora, donc infiltrer les forces à l'étranger. Alors selon vous, que doit faire le peuple africain pour défendre son continent? Oui, merci Emmanuel Siki. Je pense à un échange que j'ai eu avec un collègue pasteur qui s'appelle Henri Matip. Nous étions en train d'échanger selon les techniques que Blaise Compaoré avait utilisées pour tuer Thomas Sankara. Nous échangions, je le salue en passant. Bon, parce que je dois vous dire que le jour où Thomas Sankara est mort, ce 15 octobre 87, je suis tombé malade. Je n'ai plus mangé. C'est comme si quelque chose sortait de moi. Donc quand je pense à ce grand monsieur, qui apportait effectivement quoi à l'Afrique? L'alternative. Parce que l'alternative, il faut expliquer aux peuples africains que l'alternative, c'est changer le système néocolonial. C'est ça l'alternative. Donc, c'est ce que Thomas Sankara a apporté aux Africains. Est-ce que les Africains, il y en a beaucoup qui apportent ça au peuple d'Afrique? Il y en a beaucoup, effectivement, qui peuvent copier ce modèle-là. Mais ils ont des traîtres au milieu de leur système. C'est ça qu'il faut dénoncer. Nous sommes là pour dénoncer la traîtrise africaine. Vous voyez un peu, ce monsieur Compaoré, il a fait le coup d'État avec ses complices. Il y avait Lingani, il y avait Zongo, et il y avait un certain loyaliste à Sankara qui s'appelait Kaboré. Il était commandant d'une base de soldats parachutistes qui s'étaient réfugiés au Ghana. Compaoré, fort de sa ruse, a réussi par extraordinaire à convaincre même le grand Jerry Rawlings et qu'il voulait faire la paix avec Kaboré, qui est rentré au Burkina, et il n'a même pas fait même un mois, il a également tué. Et ses compères avec qui il a fait le coup d'État, ils étaient au nombre de 3, Ngani, Zongo et tout là. Il a fomenté lui-même, comparé un coup d'État, et que cela montait contre lui, il les a tous éliminés. Ça veut dire quoi, Manuel Asiki? Ça veut dire que la traîtrise ne peut pas amener l'émergence. Voyez un peu, j'adresse ce message aux hommes politiques et ceux-là qui sont dans les gouvernements et qui sont des traîtres de leur chef. Alors quand tu es ministre dans un gouvernement et que tu es traître à l'endroit de ton président, véritablement, tu n'as pas le droit de citer en Afrique. Il faut être fidèle. Quand on parle de l'émergence, voyez un peu l'émergence aujourd'hui de l'Afrique,
les bases ont été posées par M. Sankara. Il est mort il y a cela 28 ans. Mais celui-là qui l'a assassiné, Compaoré, Blaise, il a vécu 28 ans effectivement au pouvoir. Mais l'histoire retient quoi de lui? L'histoire retient qu'il est quelque chose de la plus nullité, de la nullité la plus abjecte qu'il ne faut même pas utiliser, parce que j'ai posé la question, comme j'aime souvent le dire, à un étudiant de Yaoundé 1, lui connaît bien, M. Jean de Dieu ici, qui m'a dit que Compaoré doit être jeté dans les poubelles de l'histoire. Je veux donc dire à ceux-là qui sont des traîtres en Afrique, qu'effectivement, ils n'ont pas le droit de continuer sur ce schéma. Si ce sont les Occidentaux qui les utilisent pour tuer leurs propres frères, qui ont souvent des visions futuristes pour l'Afrique, des visions du bonheur des peuples africains, effectivement, il faudrait qu'ils repensent que pour être membre dans un gouvernement, il faut être loyaliste, il faut être sincère. La sincérité s'impose à la classe politique africaine. C'est une équation qui ne peut pas être, je ne sais pas, on ne peut pas la contourner. Elle est incontournable. Il faut être sincère. Il faut être maintenant donc animé de l'esprit de cette construction de l'Afrique. Voyez un peu Thomas Sankara, quand vous lisez le livre de Jean-Emmanuel Pondy, il dit qu'il dormait parfois à la belle étoile parce qu'il voulait économiser. Il n'utilisait pas les climatiseurs et tout le monde s'offusquait. Il roulait avec une Renault 4. Voyez un peu comment un chef peut décider de créer l'alternative. Et tout le peuple a adhéré. Aujourd'hui, 28 ans après, c'est comme si il a réussi son projet. Celui-là qui l'a abattu et tout, personne n'en veut. Même les intellectuels, même les autres traîtres qui sont encore cachés n'en veulent pas. Donc qu'est-ce que je veux dire, Manuel Assiki? Je veux dire que l'Afrique n'a pas besoin des hommes comme Guillaume Soro, Ouattara. L'Afrique n'en a pas besoin. Qu'ils soient là où les Occidentaux les ont placés, vraiment, il faudrait que la conscience africaine, qui doit être collective aujourd'hui, essaie d'éradiquer. Parce que ce n'est pas le sida. Ouattara n'est pas le sida. Il est la mort complète. Soro Guillaume pareil. Donc il faut éradiquer la mort complète au niveau du système africain. Pour que l'Afrique pense un jour à l'émergence, pense à une construction positive de tous les peuples d'Afrique. Merci. Voilà, merci également à vous, pasteur Pondy. Merci. Noah Sadio. Manuela, c'est très compliqué. Hein. Vous savez, l'homme, on l'a dit, c'est que c'est un connu inconnu. C'est un inconnu connu. Le problème du Burkina, c'est un problème malheureux et qui fait mal à tout Africain, de bonne foi. Boukari Kaboré vit, ils étaient 4. Il y avait Lingani qui n'est plus, Thomas Isro, Noël Sankara, il y avait Norbert Zongo et Blaise Compaoré. Ils étaient 4. Boukari, qu'on appelle le lion de Gendéré, les avait suivis, mais il était pro-sankariste, très très fidèle. C'est vrai, il a fui vers le Ghana. Et Blaise, c'est malheureux qu'on ait des hommes comme ça, comme il le dit. Mais je voudrais dire une chose, les chefs d'État ne sont pas sans reproche. Vous savez le drame de l'Afrique. Quand Bikoro et moi, on a un lien de sang, je vous dis parents, il vient au pouvoir, et je me dis sauvé. Même si Bikoro et moi, on se saluait, il voulait me mettre dans le droit sommet. Donc l'Afrique a un seul problème. Tant que les clans se perpétuent autour des hommes de valeur, parce que souvent les présidents ne sont même pas au courant, mais les gens se prévalent de leur acquaintance avec eux et font ce qui leur plaît. Combien de fois on a découvert même des gens qui se prononcent au nom d'un chef d'État alors que le chef d'État ne les a même pas envoyés. Il y a un problème. Le problème de Blaise, un jour, a été quand même fidèle à Thomas, même qu'on a arrêté, parce qu'il contestait dans le gouvernement qu'il était. Thomas était droit. Il était dans un gouvernement, on l'a mis en prison, on l'a embastillé. Parce qu'il n'était pas d'accord souvent, et je crois que mon frère a dit ne va pas me
mentir. Il n'est pas d'accord. Alors on le met en prison. Blaise quitte Pau, soi-disant, il vient, il l'enlève en prison. Les gens... Mais donc Blaise n'était pas sincère. D'accord. Alors maintenant, les peuples africains, qu'est-ce qu'on doit faire face à la déstabilisation des pays africains? Quel comportement le peuple doit afficher pour éradiquer ce phénomène insolite? Souvent le peuple est victime. Souvent le peuple est victime, il ne sait même pas ce qui se passe en couloir. Il voit les faits et quand il nous revendique, on dit sur lui. Vrai ou faux? Donc le peuple africain, il a parlé de Mao, quelqu'un parlait de Mao ici, j'ai beaucoup aimé. Mao, avec sa grande révolution, tous ceux qui ont traîné le pays, il a tiré sur eux. Hein, parce qu'il s'est dit que c'est des traîtres. Attention. Hein. Et maintenant, aujourd'hui, l'Afrique s'est tellement imbibée des valeurs occidentales qu'il a tort. C'est-à-dire, on nous parle... La démocratie n'est pas la plus mauvaise, et je le dirai encore. Mais ça dépend à quel fond on l'a utilisé. Nous, on est là, on discute tranquillement, on est dans un pays démocrate où les gens nous permettent. Sinon, on serait embâti comme on l'a voulu être. Mais les gens ont devenu garder raison. Voilà le problème des Africains. Il faut enseigner les peuples. Il faut leur donner de quoi faire. Il faut les mettre dans les écoles de formation. Il faut que les peuples soient pris. Mais tant qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, ils sont pas, c'est des victimes. Et quand on est victime, soit on agit mal. Je veux voir Bikoro entrer chez Jean de Dieu ici, je dis qu'il part chercher, alors que je n'ai jamais de... Alors il faudrait que les Africains prennent déjà conscience. Il faut qu'on enseigne les gens et qu'on leur dise la vérité. Mais si on ne dit pas la vérité, nous vivrons toujours dans la pénombre. Et qui vit dans la pénombre, quand il sort, il risque de cogner le mur. Et s'il cogne le mur fort, soit il se déchire là, le front, soit il a des problèmes. C'est ça notre problème. Nos gouvernants doivent dialoguer et former leur peuple. Mais quand tu as un clan qui te dit, n'est-ce pas, celui-là, le caméraman, comment il s'appelle encore, il est là, il est contre toi, il se fait des réunions la nuit. Non, c'est faux. Il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les choses. Quel que soit le bord où tu es, dans la théocratie ou qui, utilise ça à bon escient. Merci. Merci à vous, Noah Sadio. Monsieur Diakité, quelle est la solution que vous nous proposez ce soir face à la déstabilisation? Il n'y a pas de solution magique à cette situation. Il faut que l'Afrique elle-même prenne ses responsabilités, puisqu'on ne veut pas lancer tout le temps la pierre, n'est-ce pas, l'autre, pour dire que surtout l'Afrique doit savoir aujourd'hui qu'elle est quand même majeure. Pourquoi toujours les Africains, les sujets, bon, il faut arrêter de dire que toujours nos pays sont déstabilisés par l'Occident. Mais qu'est-ce que nous avons cherché après plus de 50 ans d'indépendance, plus de 50 ans d'indépendance? Moi, ce problème, ça m'écoeure, honnêtement. Que les Africains soient dans les prises de conscience réelles. Ils savent aujourd'hui, bien qu'on dit souvent, et c'est pourquoi je n'arrête pas de répéter François Fanon qui disait chaque fois, dans ce livre, Le Damné de la Terre, dans la dernière conclusion, l'Africain ne doit même pas avoir une idée de ce que l'homme blanc a eu afin de créer une Afrique nouvelle avec des hommes neufs. Ça a été dit. Mais pourquoi 50 ans après, nous avons nos richesses, nous avons nos potentialités, nous avons tout ce que nous pouvons avoir pour notre développement. On venait quitter les FMI, la Banque mondiale tout à l'heure, qui nous incrustent dans des difficultés énormes, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et pourquoi toujours aujourd'hui, c'est l'Africain qui dit « l'Occident m'a détruit ». Je vous dis, Emmanuel Sika, l'Afrique a des combats à faire. Il y a eu la colonisation, il y a eu la décolonisation. Aujourd'hui, l'Afrique a un nouveau combat. Le combat de se remettre en cause elle-même. De savoir exactement une nouvelle direction par laquelle... Se situe également ses responsabilités. Assumer ses responsabilités. Et par rapport à ces déstabilisations, j'ai dit simplement, il faut que les Africains toujours, comme certains l'ont dit sur le plateau, conjuguent leurs efforts et se remettre à jour. Et surtout, parler à la jeunesse. Parler à la jeunesse aujourd'hui, et cette jeunesse qui est rongée par des revendications de démocratie, rongée par peut-être
une certaine inégalité de partage des ressources. Il faut trouver une solution à ce problème-là. Et qui est, dans un moment donné, nos politiques. Les politiques aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, l'opposition, et même la société civile, qui est une autocritique de ces personnes-là au moins, qui fassent en sorte que l'Afrique soit stable, que ces hommes politiques, ces sociétés civiles aient pitié des Africains. La population africaine ne demande rien que de manger, boire, se vêtir. La politique là, excusez-moi cette petite expression, n'appartient qu'aux politiciens. Que ces politiciens prennent conscience de tout le tas qui cause aux populations et que ces politiques se fassent une autocritique, les opposants se fassent une autocritique, la société civile une autocritique pour mieux orienter le développement de ces pauvres populations et que ces querelles politiciennes-là s'arrêtent et qu'ils essaient les ressources que nos peuples ont, nos pays ont, qu'ils essaient de mettre ces ressources à la disposition de tout le monde et c'est peut-être de voir dans quelle mesure il peut y avoir les paix, les stabilités et l'ordre dans nos pays. C'est la politique aujourd'hui qui dérange. Et enfin, trouver un leadership, un nouveau leadership qui peut orienter, bien faire comprendre quelle est la gestion de nos pays. Et si jamais on ne passe pas par ce chemin, pensant que la déstabilisation vient toujours de l'autre côté et de l'Occident, précisément, je pense qu'on va continuer toujours à être déstabilisé. Et c'est vous dire que quand nous aurons des problèmes entre nous, c'est comme un proverbe qui disait, s'il y a une fente dans un mur, un lézard s'y pénètre. D'accord. Espérons que les Africains fassent en sorte qu'entre eux-mêmes, il n'y ait pas de fente. Merci Monsieur Diakité. Stéphane, que vous avez suivi donc les analyses de Monsieur Diakité. Il faudrait également que l'Afrique elle-même fasse son autocritique et arrêter à un moment donné aussi de toujours pointer du doigt l'Occident par rapport à sa déstabilisation. Est-ce que vous partagez cet avis? Manuela, je ne pourrais pas partager cet avis personnellement parce qu'en fait, ce sont des thèses qui s'affrontent. Moi, je pense qu'il faut stratifier le degré de responsabilité des uns des autres. Me dit que la pleine responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est seulement l'Afrique. Non, je ne pense pas. Il faut qu'on stratifie parce qu'il y a celui-là qui a conçu, l'unité en scène même de ce système que nous voyons aujourd'hui. C'est l'Occident qui l'a pensé à fragiliser nos États. Donc, il a juste trouvé un chemin des personnes qui sont en train. Mais dire que les Africains sont les seuls traîtres, c'est faux. Allez en France, vous allez quand même voir Pétain, le général Pétain, qui est quand même entré en coalition avec les forces allemandes pour aussi les structurer. Donc, la question de la directrice se vit dans tous les continents et dans tous les peuples. Donc, je ne pense pas qu'il faut simplement se focaliser dans ce sens-là. Donc, à mon avis, Manuela, la plus grande responsabilité aujourd'hui, et c'est ça le réveil, que les Africains aient d'abord le regard sur celui-là, le mettant en scène, qui occasionne cet élan, ce spectacle désolant que nous avons permanemment pour les États africains. Parce que même qu'en soit la volonté que vous auriez, vous allez positionner un président, même s'il a la volonté de penser le développement, Manuela, on va fabriquer son élimination, on va l'évacuer au pouvoir. Vous aviez vu avec Kadhafi, vous aviez vu avec Sankara, tous ceux qui avaient les projets, les Lumumba, on les a évacués. Ils étaient seuls, cette personne-là, Manuela. Donc, je pense que les externalités ont une importance réelle à pouvoir détruire, à pouvoir broyer nos souverainetés, Manuela. Donc, à se dire, pour la question des peuples, je pense le comportement, mais si on parle bien de stratégie, mais la stratégie par essence, Manuela, est d'abord secrète. On ne va pas se déployer dans le fond. Mais ce qu'il faut rappeler, Manuela, que le premier cas, parce que les guerres aujourd'hui que nous subissons sont des guerres sans limite, ce n'est pas seulement une guerre communicationnelle, c'est une guerre d'armement, c'est une guerre au niveau de la santé, une guerre politique même, Manuela. Dans tous les niveaux, ils veulent nous déstabiliser, vous nous lâchez. Mais qu'est-ce que les peuples doivent faire? Sachez que l'Occident aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont leur temps, eux. Vous aviez des chaînes impérialistes, les chaînes mainstream que vous aviez. Vous avez France 24, les RFI, ou bien les CNN, les BBC. Ce sont les chaînes impérialistes. En fait, des chaînes
qui ont une propagande, essayer de manipuler les peuples africains qui aient d'autres visions pour déstabiliser les peuples. Alors on va créer l'émergence, permettre l'émergence des sociétés civiles qui sont à la solde de l'Occident pour venir déstructurer, avec des notions telles que la démocratie, dont nous, vous et moi, nous ne connaissons même pas, nous ne comprenons pas, alors qu'on vit sous la pluie de l'heure en Afrique. Donc il est important, sur un premier axe, c'est quoi? C'est la communication. Dans la communication, qu'est-ce qu'elle englobe? La communication englobe l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation, accompagnée par la formation hardie des masses. Lorsque vous aviez dans cette masse adhérée, lorsqu'ils seront devant Michel, ils sauront juste que ces chaînes sont là pour les manipuler et les amener à d'autres orientations, à créer des situations de flagrante pour mettre en difficulté nos États. Alors, ils seront donc avertis à la programmation ou bien à l'organisation scientifique de l'Occident de ne pas nous permettre d'avancer. Et lorsque vous allez dans ces leviers, il faut donc permettre que les Africains commencent à s'organiser. Il faut l'émergence d'une société civile qui n'a rien à voir avec tous ces réseaux. Et une société civile qui sera justement abreuvée à la notion du nationalisme, du patriotisme et du panafricanisme. Lorsque vous aviez ça, Manuela, et que vous regardez l'Afrique comme votre patrimoine qui a été longtemps cultivé par nos aïeux, Manuela, je ne pense pas que la traîtrise pourra avoir la place et que l'Occident pourra vous vaincre. Et lorsqu'un peuple est soutenu, moi je vais rappeler Harry Ford, qui est un industriel qui est à l'origine de la marque Ford, qui disait à son époque aux États-Unis, qui disait, lorsque le peuple sera au courant du système monétaire et financier qui les engage, il serait difficile pour nous de tenir. Lorsque le peuple est averti, il sera difficile que ça puisse continuer cet impérialisme. C'est de ça que nous devons apporter à nos peuples. Voilà, merci Stéphane Tchoumbou. Il faut donc l'émergence d'une société civile qui prône le panafricanisme. Voilà, donc Jean de Dieu ici, pour vous, quel est le comportement que nous, peuple africain, on doit adopter? Donc comment faire face à l'agression de l'ennemi? Si je vous posais la question simple, Manuela Siki, pourquoi tue-t-on le poulet? Donner une réponse simple, c'est que chez moi on tue le poulet pour le consommer. Pour le consommer, le manger et avoir de l'énergie. C'est la même question, pourquoi déstabilise-t-on les États africains? C'est pour les piller, prendre leurs sources, toutes leurs sources d'énergie. Même pas l'énergie, c'est puiser toutes les sources d'énergie. Énergie spirituelle, énergie du sous-sol, etc. C'est la logique la plus simple. Lorsque vous le savez déjà, vous pouvez donc vous poser les autres questions. Comment fait-on pour déstabiliser les États africains? Et le comment vient simplement à travers des mécanismes, des réseaux, à travers, sur le plan spirituel, les réseaux mafieux, spirituels, ésotériques, etc. À travers le mensonge médiatique, il a déjà souligné, à travers les caisses de résonance, que vous appelez organisations non gouvernementales, etc. Il y a beaucoup d'instruments de déstabilisation. À travers l'intoxication informationnelle. Par qui nos États sont déstabilisés? C'est ici que j'avais établi le rapport des forces exogènes et des forces endogènes. Et là, je vous prends un exemple. Je viens d'un pays qui est déstabilisé. En 3 semaines, il y a eu 15 attentats. Avant, on a arrêté quelques blancs qui étaient de Boko Haram, c'est-à-dire les soldats de l'école occidentale qui étaient péchés. Mais majoritairement, c'est des êtres noirs, des petites filles, etc., qui portent des bombes. Il y a eu 15 attentats. Il y a eu 1098 civils tués. Il y a eu 107 militaires et 3 policiers. Ça, c'est le dernier bilan. Alors, si vous progressez, pour être plus simple, par qui? Il y a fabrication des rebelles et des insurgés. Jetez un coup d'œil du côté de la Libye. Et lorsque c'est fabriqué, les armes vous viennent d'un monde. Le monde qui est bénéficié, le monde qui est donc commanditaire, comme disait mon jeune frère. Le monde commanditaire, c'est donc ce monde occidental. Pour le cas Isha. Alors, à la fin donc, on peut commencer donc à se poser des questions. Quelles sont nos propres faiblesses? Nos propres faiblesses, c'est parfois la faillite de l'élite, l'incompétence spirituelle et intellectuelle, et les divisions que nous avons maintenues.
par des termes savants, l'intangibilité des frontières, etc. Ce sont nos faiblesses. Alors, à la fin donc, je peux vous répondre que doit faire et que peut faire l'Africain, l'État africain qui veut se défendre. Voilà. C'est la question finale. Du côté de l'Afrique centrale, les armées camerounaises et les armées nigérianes, au moment où je vous parle, c'est des armées de feu. C'est la première solution. C'est des armées de feu. Je ne veux pas rappeler qu'il y a eu l'armée tchadienne et l'armée camerounaise. Il y a eu quelques défaillances que je ne peux pas révéler ici. Mais au moment où je vous parle, si nous sommes victorieux de ce que vous appelez l'école occidentale est un péché, je ne vais pas vous dévoiler les stratégies, mais je vous dis, c'est deux armées de feu. Et je suis sûr que c'est la première victoire que nous aurons en Afrique sur les forces du terrorisme international organisé. Lorsque je l'ai dit, évidemment, je rejoins M. Tchoumbou qui présentait la conscientisation du bas peuple à travers une bonne communication de guerre. Communication de guerre, elle est celle-ci. Il faut donner le courage et les sacrifier comme nous. Il y a les orientations diplomatiques qui, chez nous, c'est la diversification des partenaires. Évidemment, pour le cas présent, il faut que les petits pays achètent des armes, des équipements, des armements puissants venant de la Russie, sophistiqués de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Si on soupçonne un seul instant que le monde occidental fait la théorie des pyromanes et des sapeurs-pompiers, vous achetez. Donc la diversification des partenariats stratégiques est un avantage. La dernière chose, je l'ai déjà proposé, je vous assure, il faut des armées de puissance de feu, c'est-à-dire les armées fortes avec des équipements forts. Il faut plus d'armées fortes comme le Cameroun. Non, il faut que, oui, le Cameroun a... Non, je vous dis que le Cameroun a des armées fortes. Voilà. C'est pour ça que je sors définitivement en saluant, avec toute la sincérité qui me caractérise, les armées, les forces de défense et de sécurité de ce pays-là qu'on appelle le Cameroun, et remercier la forte diplomatie qui est entretenue ces derniers temps entre le Nigeria et le Cameroun devant cette criminalité transnationale organisée que vous appelez l'école occidentale est un péché. Voilà, merci Jean de Dieu ici. Donc François Bicoron va donc terminer avec vous pour nous donner en quelques mots le comportement que nous, Africains, devrons adopter face à cette situation de déstabilisation. Elle s'appelait Ben Gurion. Et je suis convaincu que vous ne la connaissiez pas. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle l'illuminé Adolf Hitler, dont les Européens doivent célébrer, parce qu'il est l'un des rares Européens à avoir compris quel était le mal du monde pour les Européens. Un matin, il se rend à l'évidence que c'est dans la tête et le subconscient que les îles de guerre et de frustration sont nées. Elle se dit, c'est dans la tête et le subconscient des Juifs que doivent naître les idées de protection de la nation juive. Le mot diaspora que vous lancez là, c'est Ben Gurion. Diaspora veut dire que toutes les intelligences juives se retrouvent à un endroit précis pour promouvoir la défense de la nation juive afin que ce qu'il leur a fait contre eux ne leur arrive plus jamais. De 0 à 6 ans, aucun enfant juif dans le monde entier n'est hors d'Israël. Au moment où je vous parle. On n'a jamais enseigné la scène. On n'a jamais enseigné Adolf Hitler ou des gens qui n'ont rien à faire avec la nation juive. On leur enseigne uniquement les valeurs de la protection de la nation juive. Je vais faire comme Jean de Dieu ici s'est arrêté en cours de route. Pour manger le poulet, il faut le fracasser le cou. Il faut le casser les pieds. Il faut ouvrir son ventre. Il
faut le dépecer, il faut le violenter par la chaleur du feu. Je suis désolé pour le pasteur. On va fracasser. Oui. La religion que vous professez n'a rien à faire avec les Africains. Il faut fermer les religions. Dites judéo-chrétienne et arabo-musulmane. C'est elle qui déstabilise l'Afrique. Je suis désolé. Tout ce que nous disons à Afrique Média, dès que le pasteur arrive dans son église, il dit même si on vous tue, Dieu l'a voulu ainsi. Mais de quel Dieu on parle, mon Dieu? Chez eux, ils ont dit c'est le pain. Fermez-vous en Afrique. En dehors de la partie nord ou le Gondwana, l'Afrique peut se faire en autarcie. L'Afrique a tellement de valeurs disséminées partout qu'on a seulement à emprunter à Ben Gurion. Les cimetières africains sont pleins de génies qui ont cru à la religion judéo-chrétienne et arabo-musulmane. Je suis désolé. Je vous ai dit, votre débat sur le FMI et la Banque mondiale, c'est le prolongement. Ils ont réfléchi pour que les nations occidentales et arabo-musulmanes ne souffrent pas. Ils ont créé des histoires bidons pour manipuler. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous prends deux exemples. Ah, rapidement pour... Rapidement. Oui. Parce que je vous dis, la vérité est dure. Elle est dure. Mais elle est libère. Elle est libère. Si vous voulez, vous avez dit peuple, vous n'avez pas dit dirigeant. J'entends les gens dire, bah, vous avez dit, non. Vous avez posé la question au peuple, on leur dit, ne rien dire qui nuise à vos institutions, ne rien faire qui plaise aux choses qui ne sont pas africaines. Et parmi les choses qui ne sont pas africaines, il y a le subconscient. En nous retrouvons tous nos enfants de 0 à 15 ans, susceptibles de créer la nation africaine de demain. La nôtre, elle est perdue. La vérité est dure, elle est dure, mais elle est libère. Comment sont-ils entrés en Libye? Par les nouvelles technologies. Ils ont fabriqué des gens. Ils ont dit à Benghazi, le peuple libyen souffre. Comment sont-ils entrés en Libye centrafricaine? Et voilà, deux religions, rien à voir avec les centrafricains. Arabo-musulmane, judéo-chrétienne. Comment sont-ils entrés en Égypte? Arabo-musulmane, judéo-chrétienne, nouvelle technologie. Fermons-nous même quelques minutes. Parlons de l'Afrique aux Africains. Promouvons les valeurs culturelles africaines pour que les Africains se sentent libres. Fermez les Facebook, le WhatsApp. Et n'allons pas faire le commérage. Faisons comme cela c'est fait pour terminer, oui, parce qu'on n'a plus du temps. C'est dommage, parce que Mandela est mort. Parce que Sankara est mort. Parce que Muammar Kadhafi est tué. Égorgé. Pourquoi les autres ont tué? Simplement parce qu'ils avaient dit, fermons-nous 2 ou 3 minutes, réfléchissons sur ce qui est africain. Et l'arrière-petit-fils de Pygmée que je suis vous dit, à quoi sert la télévision en forêt équatoriale? À quoi sert Facebook? À quoi servent toutes ces histoires, WhatsApp, bidon, qui permettent aux ingénieurs et aux génies des autres de s'enrichir et de vivre de leur génie? Il est donc temps que l'on promeuve le génie africain et la configuration de ce plateau aujourd'hui. Un mélange de vieillard Sadio, le pasteur Pondy, génération intermédiaire, j'avais oublié qui a quitté, génération intermédiaire de François Mikouré, les gens de Dieu ici, et puis la jeunesse que vous constituez, nous et toi, avec les bébés nous montrons au monde entier qu'il est possible qu'on construise la nouvelle Afrique, mais que le témoin soit bien donné, et comme je l'ai dit hier,
apprenons à Tchoubou que quand je fais la main comme ça, ce n'est pas pour te gifler, c'est pour te transmettre le témoin jamais. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur François Bikoro. Merci, voilà. Merci à tous les panélistes qui ont participé à cette émission. Du côté de N'Djamena, merci à Cyprien Abdoulaye également. Merci également à toute l'équipe technique d'Afrique Média. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour vos votes et vos contributions. Rendez-vous demain avec Mohamed Bachir pour votre messe du dimanche, le débat panafricain. Voilà. On se retrouve donc dans nos prochaines éditions. Restez avec nous. Bonne soirée.